Direct Assurance, bonjour. Si je prends 2 contrats chez vous, vous me remboursez 2 mois d'assurance. Si j'en prends 3, c'est 3. Mais on va où, là? Jusqu'à 4? Vous êtes qui pour me faire économiser tout le temps? Mes parents? Si vous continuez comme ça, je vous invite à déjeuner dimanche. Direct Assurance, l'assurance que vous risquez d'aimer. Direct Assurance, intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS. Coordonnées de l'intermédiaire et conditions de l'offre à moi direct sur... Heureux de retrouver toute l'équipe de la Libre Antenne qui, elle, je la vois, elle est devant moi et très heureuse de vous retrouver jusqu'à 1h du matin, chers amis, vous le savez, ici, c'est chez vous et vous pouvez y venir sans crainte, vous raconter, car nous sommes là pour vous écouter. 39 21, 50 centimes d'euros la minute, 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Et puis, il y a notre adresse mail, libreantenne@europe1.fr pour vos mails que vous adressez à Julia ou à Florian. Et puis notre page Facebook, Yann Moix, Olivier Delacroix, la Libre Antenne, où vous pouvez adresser aussi en privé vos messages. Et puis où vous pouvez, je vous le répète à longueur de Libre Antenne, lier quelque chose avec quelqu'un. Vous pouvez trouver une âme sœur dans cette communauté de la Libre Antenne qui compte plus de 17 000 membres ce soir. Nous sommes à 17 400 membres. Donc, je pense que vous pourrez y trouver votre choix, chers amis. En attendant votre Libre Antenne du mardi, c'est parti. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et à 23h32, on accueille Yvan et Sandra sur la Libre Antenne d'Europe 1. Bonsoir Yvan. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Yvan ? Alors, on vous appelle de Besançon, dans le Doubs, en Franche-Comté. D'accord. Et vous avez quel âge Yvan ? Et Sandra, à quel âge ? Moi, j'ai 43 ans. D'accord. Et moi aussi. D'accord. TTC, pas hors taxe. Vous allez nous parler de votre fille, hein, il me semble, tous les deux. Oui. Je vous écoute. Alors, en fait, notre fille s'est suicidée le 4 juin dernier, suite à 3 traumatismes qu'elle a eus. Donc, des traumatismes viol ou agression. Donc, son premier viol date du Nouvel An 2017. Elle a mis 2 ans et demi à porter plainte. Nous, on a été informés de cette histoire en mars, avril, mai 2021, donc c'est-à-dire au moment de sa plainte. Oui. Et voilà, on pourra un peu plus rentrer dans les détails si vous voulez après. Oui, Donc sa deuxième bien affaire, c'était avec son employeur en janvier 2022. Donc il y a une affaire qui est lointaine et 2 affaires qui sont récentes qui datent de 2022. D'accord. Alors avec son employeur au mois de janvier, elle a commencé dans un bar de Beaune en Bourgogne. C'était en septembre 2021. Tout se passait bien. Elle adorait son patron, elle adorait sa patronne, elle adorait ses collègues, elle adorait son lieu de travail. Enfin, elle nous disait, je la vis rêver. Et au mois de janvier, son patron a été toqué chez elle un soir après le service pour lui demander tiens, montre-moi comment tu sais bien faire les cocktails, parce que c'était un bar à vin, ils ne feront pas forcément les cocktails. Et puis, elle avait une passion pour les cocktails. Et il a essayé d'abuser d'elle ce soir-là, vraiment, on va dire sauvagement, en se jetant sur elle sur le canapé, en essayant de la forcer à 5 reprises. Bon, elle a réussi à le mettre dehors sans qu'il se passe rien. Mais du jour au lendemain, elle voulait plus y retourner, la boule au ventre. Ajouté au traumatisme qu'elle avait déjà depuis 2 ans et demi avec sa première affaire qui l'a chagrinée, donc ça a Qui a pas dû changé les beaucoup choses. la perturber, vous voulez dire. Oui. Alors là, elle a hésité pendant 10 jours à porter plainte. Nous, on lui a dit, tu fais comme tu veux. Elle a fini par le faire. Voilà. Donc, deuxième plainte, avec pour la première affaire une confrontation qui l'avait vraiment, mais pas arrangé son moral, la confrontation avec son agresseur. Oui. Et donc, mais je tiens à préciser, donc sa deuxième affaire, ce n'était pas un viol, c'était juste une agression, parce qu'il y a des journalistes sur certaines antennes qui ont un peu, on dit trois viols, donc faut dire exactement la vérité. Et elle avait un camarade de classe, en fait, qui la courtisait depuis la rentrée de septembre, Oui. et c'était vraiment quelqu'un qu'elle adorait. C'était devenu son meilleur ami. Toute la classe l'adorait d'ailleurs. Il était gentil, il était rigolo. Et il draguait souvent notre fille. Elle nous en parlait avec
en rigolant, et lui disait, écoute, il se passera jamais rien entre nous, mais moi je t'adore. Et ils sont restés potes. Et Oui. quand elle a eu son problème avec son patron, où là son monde s'est écroulé, comme si elle avait tout perdu alors que tout allait bien pour elle. Il a un peu abusé de sa confiance parce que, en plus d'être son ami, il a voulu devenir son confident. Oui. C'est-à-dire qu'il venait tous les soirs chez elle pour discuter de ses problèmes, de ses 2 affaires. Il était au courant des 2 premières affaires. Et il lui disait, oh les mecs c'est tous des salauds, oh les mecs j'en reviens pas à ton patron. Enfin, toujours des mots. Lui c'est le bon samaritain. Et puis tous les autres hommes c'est tous les mêmes. Voilà. Donc elle bien sûr elle était contente d'avoir du réconfort. Et dans la soirée du 9 février, c'est-à-dire, on va dire presque un mois après le premier action d'employeur, on va dire 3 semaines, un mois après, un soir, il lui a dit, écoute, Océane, tiens, parce que tous les soirs, ils se voyaient, c'était pour boire l'apéro, hein, ils étaient tous les deux, ils aimaient tous les deux bien boire, mais comme je pense beaucoup de jeunes aujourd'hui, hein, surtout ceux qui étudient dans les vins, donc ils sont amateurs de ça. Et en fait, ce soir-là, il lui a dit, Océane, tiens, si ça te tente, on va essayer la cocaïne. Et puis ma fille, donc, elle a accepté. Je tiens à préciser que c'est la première et dernière fois dans sa vie qu'elle a touché à la cocaïne. Oui. Elle touchait pas à d'autres drogues, hein, à part, quand en soirée, il y en a qui avaient du cannabis, mais elle pouvait tirer 2-3 lattes dedans, mais c'était vraiment pas du tout une consommatrice qu'on achetait, dépendante et autres. Par contre, elle était fumeuse, hein. Et donc, ce soir-là, donc, il lui a dit, tiens, on va essayer. Elle a hésité. Et bien sûr, lui, à mon avis, il en était pas à son coup d'essai sur la cocaïne, puisqu'il savait très bien où s'en fournir, hein. Il savait très bien dans quelle porte de Beaune aller toquer. Apparemment, c'était son voisin à Beaune. Donc, San, elle dit, voilà, on a été en acheter chez son copain, on est revenu chez moi. Une soirée banale, quoi. Je sais qu'à 4h, 5h du matin, ils étaient encore en train de rigoler, de s'amuser, puisqu'on a des photos dans son téléphone qui montrent qu'à 4h du matin, tout allait bien. Et donc, on était le 10, hein, là, le 10 février. Et donc, il a même fait une visio avec ma seconde fille qui a 20 ans, ce soir-là, puisqu'elle a appelé Océane en visio. Elle lui a dit, tiens, je te présente mon copain. Oh, j'allais dire le prénom, par habitude, mais là, il ne faut pas que je le donne. Vous pouvez le donner, hein, si ça... Non, D'accord, parce que ça pourrait faire des amalgames, si vous voulez, si je le donne. D'accord. Voilà, donc je suis pas là pour créer d'autres polémiques, on va dire. Mhm. On rentrera tout à l'heure dans le détail, parce que j'ai plusieurs questions à vous poser, bien évidemment. Oui. Et puis, donc, en fait, ce soir-là, donc, mon autre fille Kélis, donc qui a 12 mois, qui a 13 mois d'écart avec Océane, donc vraiment elles sont proches. Elle a appelé Kélis et puis elles ont fait de visio. Puis Kélis elle lui dit, tiens, je te présente mon pote un tel. Et puis salut machin. Et puis Kélis elle lui dit, tu sais que ma sœur en ce moment elle va pas bien du tout. J'espère que tu prends bien soin d'elle. Et le copain de ma fille, donc enfin son copain, son pote, lui fait un bisou sur la joue en disant, ne t'inquiète pas, j'en prends soin. Je m'occupe bien d'elle et tout. Ça, c'était, on va dire, le 9 au soir. Et dans la nuit qui a suivi, en plus de la cocaïne, d'après ma fille, il aurait mis quelque chose dans son verre, puisqu'elle a eu des symptômes après qui ne sont pas du tout ceux de la cocaïne, hein. Par exemple, de l'amnésie, des jambes et des bras paralysés. Et le lendemain matin, elle savait donc qu'il s'était passé quelque chose. Elle voyait que elle avait de l'amnésie totale, mais elle savait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé sur son corps qui n'allait pas. Oui. Et lui, il était assis tranquillement sur le canapé chez elle, 10h le matin. Elle s'est un peu énervée, qu'est-ce que tu m'as fait, mais elle avait vraiment presque de l'amnésie, énormément d'amnésie. Puis lui, il faisait le gars qui savait rien, puis elle a réussi à le foutre dehors. D'ailleurs, on a des appels là en absence sur WhatsApp, où il a essayé de l'appeler à 10h20 et 10h29, et elle voulait plus lui parler pendant plusieurs jours après. Et là, par contre, nous, fin février, elle nous a dit, papa, maman, je vais revenir habiter chez vous, faut vite venir me chercher à Beaune, venez vite. Donc nous, on savait pas cette histoire-là, avec la troisième. On pensait que c'était l'histoire avec son patron qui la travaillait, et puis qu'elle ne retrouvait pas de job là-bas, et puis qu'elle voulait venir trouver pour finir son alternance sur notre région, D'accord. sur notre département. Mhm. Et donc, nous, on l'a déménagé chez nous. On voyait que ça allait pas au quotidien. Et on a essayé de parler avec elle. Et c'est début mars qu'elle nous a confié cette troisième affaire. Et nous, avec sa maman, on lui dit, écoute,
c'est la pire des trois. C'est vraiment celui qui t'a violé, parce que son premier vol, il était uniquement digital, hein, celui d'il y a 3 ans. Donc là, c'était vraiment un viol. Elle pense qu'elle, c'était sans protection en plus. Euh, et, euh, et donc, on lui a dit, il faut vraiment que tu y ailles et tout. Et là, elle disait, non, non, je suis morte de l'intérieur, j'aurais pas le courage de y aller, je ne veux pas. Elle s'énervait, hein, après nous. Puis nous, on a essayé de relancer le sujet pendant les 2 premières semaines. Et elle s'énervait, elle disait, non, non, je vous dis que je veux pas, je suis morte de l'intérieur, je suis détruite, de toute façon, je vais me foutre en l'air et tout. Et de début mars jusqu'à son suicide, donc début juin, donc il s'est passé 3 mois, ça a été une longue descente aux enfers. Euh, non, ça fait 4 mois, de mars, avril, mai, juin. Oui, ça fait donc 3-4 mois. Elle a fait donc 2 tentatives de suicide. C'était des petites tentatives, hein, avec des médicaments et d'alcool, mais pas des grosses doses. C'est-à-dire, elle n'a pas fait d'arrêt cardio-respiratoire. C'était un petit peu comme des petits comas éthyliques. Elle a quand même été transportée 2 fois aux urgences psychiatriques. On a été la chercher parce qu'ils la libéraient pas sans les parents. On habitait à 1 heure aller-retour de l'hôpital, hein, je précise. Mhm. À Val-d'Aon exactement. Et donc l'hôpital étant à Besançon. Et donc la première fois, elle a été internée 1 semaine à Saint-Jacques. Et la deuxième fois, bon, il y a eu de la clinique privée entre-temps, 3 semaines à Clinéa. Service 0 pour en revenir. Pire que dans le public alors qu'on paye 60 € par jour. Et à la deuxième tentative, ils nous ont dit, écoutez, c'est soit l'hôpital psychiatrique de Neuvillars, soit le retour chez vous. Et l'hôpital psychiatrique de Neuvillars, qui est très connu dans le coin, c'est un hôpital psychiatrique fermé, où ils sont enfermés, ils sont tous en blouse blanche. C'est vraiment l'hôpital psychiatrique pur et dur. Et la psychiatre des urgences nous dit, c'est vrai que pour des dépressifs, c'est encore pire après s'ils se retrouvent là-bas. Oui. Donc moi, je vous conseille qu'elle aille chez vous. Et elle, notre fille, nous disait, non, non, je vous en supplie, mettez-moi pas là-bas, quoi. Donc nous, il lui dit, il n'y a pas de problème, hein, tu reviens chez nous. Donc on a essayé de beaucoup parler avec elle. On disait, Océane, bon, tu as fait 2 tentatives, j'espère que c'est juste pour crier, pour nous montrer ton mal-être, mais que c'est pas, tu vas vraiment pas passer à l'acte. Et moi, elle me disait, si papa, je vais recommencer, puis je vais réussir. J'ai trop de moments. Alors il y a des moments, ça allait mieux que d'autres, mais dans ces moments de grosses crises, Déprime, oui. des grosses crises, hein, parce qu'il l'avait carrément mis sous antipsychotique. Hein. Elle a commencé par des antidépresseurs, des anxiolytiques, et après ils ont couplé en plus des antipsychotiques, donc elle avait les 3 médicaments, qui sont des médicaments hyper puissants. Et donc ce 4 juin, on sommes partis à Dole, 2 heures de route aller-retour de chez nous, donc 1 heure aller, 1 heure retour pour aller chez l'anniversaire de notre meilleure amie. On est parti à 15 heures. Donc, bien sûr, notre petite de 20 ans, elle a son appartement, donc elle ne vit plus avec nous. Le petit de 4 ans, il est venu avec nous à la soirée. Elle est restée toute seule avec sa sœur de 14 ans. Et voilà, elle en a profité pour ce soir-là, passer à l'acte, en absorbant une 50aine de médicaments. Mais là, bon, je vais vous laisser un petit peu la parole à mon épouse, puisqu'elle vous expliquera pour qu'elle contribue un petit peu à l'échange téléphonique. D'accord. On écoute Sandra alors. Donc, il faut que je raconte en détail. Non, D'accord. en fait, de toute façon, vous avez vécu un drame. Votre fille l'a vécu depuis un long moment, malheureusement. Oui. Je dirais que là, maintenant, vous en êtes... où en êtes-vous, Sandra, là, aujourd'hui, après ce drame? En fait, vous attendez quoi? Est-ce qu'il va y avoir une suite à tout ça? Comment vous, parents, vous attendez une justice, quelque chose, en tout cas, au moins que ces plaintes que votre fille a portées, en fait, soient suivies? Qu'est-ce que vous attendez? 3 mois après sa mort, c'est sûr qu'on aimerait que ça bouge, puisque à chaque fois, elle a eu quand même le courage de porter plainte. Elle n'a pas rien fait, elle a déjà fait le premier grand pas. Elle-même, elle a essayé de suivre ses affaires, mais c'était très compliqué d'avoir des nouvelles. Et nous, oui, on aimerait que ça bouge, puisque finalement, on s'aperçoit que quand on essaie de mettre le nez dans les affaires, finalement, il n'y a rien qu'à avancer. C'est un peu point mort, donc on aimerait que ça aille plus vite. Oui. Plus vite, et elle, je pense que si ça avait été plus vite, elle aurait vu qu'on s'intéressait à son cas, qu'on l'aurait pris pour une victime, puisque j'ai pas l'impression qu'on la prenait vraiment pour une victime,
Et peut-être qu'elle ne se serait pas donné la mort, parce qu'elle aurait vu que les choses bougeaient. C'est surtout de voir qu'après qu'elle ait eu le courage de porter une 3e fois plainte, elle a vu que finalement ça n'allait sans doute rien donner, puis que ça allait traîner en longueur, et elle s'est dit je vais jamais pouvoir réussir à attendre, à survivre à tout ça, parce que c'est vraiment un parcours. Hein. J'imagine ce qui a dû se passer dans la tête de cette jeune fille. Violée une première fois, Oui. agressée une seconde fois, et puis violée à nouveau. Et les 2 derniers, alors vous ne m'avez pas parlé en détail du premier viol, mais Non. je note simplement que sur les 2 derniers, elle est agressée par 2 personnes en qui elle a confiance. Des personnes censées la protéger. Le patron de ce bar, et puis ensuite celui qui se déclare comme son meilleur ami. Oui. C'est là qu'on voit, quand vous me racontiez tout à l'heure, j'étais en train de me dire, finalement, ces violeurs, ces prédateurs, ils ont des costumes et des enveloppes différents, vous voyez, ils ont une personnalité différente, mais finalement, ils n'ont qu'un but, c'est ça. Il faut vraiment prendre conscience que quand un homme est comme ça, il va mettre en place toutes les stratégies nécessaires pour arriver à ses fins. En ce moment, vous voyez, je suis le procès du footballeur Mendy, là, qui était en Angleterre, qui était une star de Manchester City, et on lit combien cet homme qui était riche, célèbre, plutôt beau gosse en plus, avait vraiment cet esprit prédateur. Parce que bon nombre de gens disent aujourd'hui, mais cet homme-là, il avait de l'argent, il avait tout, pourquoi il a fait ça? Mais il a fait ça parce que quand un être est comme ça, quand il veut posséder, il peut être à la chaîne, à l'usine, ou multimillionnaire. Ce qui l'intéresse, c'est d'être un vrai prédateur et de faire tomber sa proie comme il a décidé de le faire. Et votre fille, malheureusement, a enchaîné la rencontre de trois de ces prédateurs. En fait, est-ce que vous voyez un point commun entre les 3, au-delà Oui. Au-delà Moi, du je vois fait un point commun, c'est que- qu'ils ont agressé votre fille, quel est le point commun qui se détache de ces 3 hommes? Alors, le premier point commun, c'est que ma fille était naïve. C'est-à-dire que elle pensait pas. Oui, elle accordait trop sa confiance, en fait. Voilà. Oui. Ça, c'est la première chose. Bon, pas au premier, puisqu'elle ne le connaissait pas du tout. Elle l'a rencontré cette soirée de Nouvel An. Elle devait dormir chez une copine avec les parents qui habitent juste à côté de la salle des fêtes dans un petit village. Donc nous, elle était partie en plus avec sa sœur de 16 ans. Elle était en toute sécurité chez les parents. Apparemment, les parents sont partis dormir tôt. Sa copine aussi, et donc elle s'est retrouvée un peu à la rue de la soirée. Elle s'est dit, oh là, il est 5 heures du matin, mes parents doivent dormir, ils sont à 1 heure de route, ils dorment chez des amis, on va pas les déranger. On était chez les mêmes amis que le soir du suicide, hein. Et en fait, un homme lui a offert l'hospitalité, mais elle y a été aussi parce qu'elle était avec sa sœur, c'est-à-dire elle nous a dit, j'aurais été tout seul, j'y serais jamais allé. Voilà. Qui était cet homme, en fait? Ah ben, un inconnu de la soirée du Nouvel An. D'accord. Et quel âge avait-il? Il était plus âgé? Il avait 20 ans. Il avait 20 ans ou 21. D'accord. Donc, Voilà. dans les mêmes âges, la même génération que votre fille. Oui. D'accord. Et le deuxième point commun, donc à part qu'elle apporte sa confiance, c'est que voilà, c'était comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, des soirées où ça boit. Et elle n'était pas bourrée au point de vomir, de ramper par terre, mais elle était, on va dire, joyeuse, voilà. Mm-hmm. Mais vous savez, je vous parlais de l'histoire de Bernard Mendy, non pas de Bernard Mendy, excusez-moi, de ce Mendy là, de Manchester City, et on voit, parce qu'il a 2 avocates qui bien évidemment le défendent, et ont été chercher un peu partout sur Internet des vidéos où on voit ces personnes, ces jeunes filles qui aujourd'hui ont porté plainte et sont des victimes. On les voit un peu guillerettes, ayant un peu bu, ou peut-être ayant pris même de la cocaïne, peu importe. Elles dansent, elles s'accrochent au cou de cet homme,
Mais entre cette attitude de fête, de jeune, d'avoir un peu bu, d'être un peu guiré, ou même d'être un peu saoul, entre cet état de fait là et le viol, il y a 10 galaxies. Vous comprenez ? C'est là où ce que vous me racontez me révolte et me met en colère, parce que bien évidemment aujourd'hui elle n'est plus là. Et j'ai en même temps, quand je vous écoutais, je repensais à ce chiffre, une histoire de viol sur 10 avec plainte va au bout dans notre beau pays, la France, qui aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, fête 20% de féminicides en plus par rapport à la moyenne de l'année dernière. Et on continue, en fait, à protéger quelque part ces hommes qui violentent les femmes, qui ne savent pas ce que veut dire non quand une femme dit non. Je trouve que ça dit quelque chose de notre société. Je trouve que ça dit quelque chose de notre société et des hommes. Alors, bien évidemment, en ne faisant pas une généralité, parce qu'encore une fois, sur, je ne sais pas moi, je pense que sur 20, 30 hommes, peut-être qu'il y en a un comme ça, ou 40 ou 50, je ne sais pas, bien évidemment, on ne peut pas avoir de statistiques précises. Mais ce qui est certain, c'est que ces hommes-là ne craignent pas la justice, ne craignent pas de dormir en prison, parce qu'aujourd'hui, ils savent très bien que en violant, ils ne risquent pas grand-chose. Parce que quand on viole une femme, on sait qu'il faut des témoins s'il y a une plainte, qu'il va falloir que des gens soient présents, que des gens aient vu quoi que ce soit. Or, on ne peut rien prouver pratiquement, parce que généralement ces viols se passent en toute intimité. Hein. Il y a, je suppose que votre fille, avec son patron, avec son ami, il n'y avait personne autour. Non. Et puis même le premier. Pas ça. Parce qu'il y a une stratégie à chaque fois de mise en place par ces prédateurs qui fait que... Vous savez, je ne veux pas croire qu'un mec qui ose forcer une femme à un acte sexuel, et ça s'appelle violer, je ne veux pas croire qu'ils ne savent pas qu'ils sont dans une espèce d'état de non-droit, en fait, pour les femmes. Je pense qu'il y a, quand je vous dis que ça raconte quelque chose de notre société, aujourd'hui en France, encore une fois, je vous le répète, un viol sur 10 est condamné. Ça veut dire que l'auteur fait de la prison. Pour 9 autres, on a 9 femmes victimes qui se retrouvent le bec dans l'eau à avoir été humiliées lors de confrontations. D'abord en allant porter plainte, parce que c'est extrêmement compliqué lorsqu'on a vécu un tel traumatisme, de pousser la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie. Il faut beaucoup de courage. Et votre fille en a eu beaucoup de courage, croyez-moi. On nous a dit que 80% des femmes ne portaient pas plainte. Il y avait seulement 20% des viols qui menaient à une plainte. Mais c'est fort possible. C'est fort possible parce qu'on n'a pas de statistiques sur celles et ceux, parce qu'il y a des garçons aussi qui sont violés. Depuis longtemps, oui. On parle peu des garçons, mais on n'a aucune statistique finalement sur ces personnes qui n'iront jamais porter plainte. Et quand je vous dis que ça raconte quelque chose de notre société, mais de ses prédateurs, mais aussi de notre système, parce que vous allez me raconter ce qui se passe aujourd'hui. Où en sont ces plaintes, d'abord, qu'elle a déposées contre chacun de ses agresseurs? Parce que la première, c'était il y a combien de temps finalement? En 2021? Non, c'était la première plainte, oui, c'était, on va dire, printemps 2021. Oui. Et en fait, on pensait qu'elle était encore en cours, cette affaire. Et on a su il y a quelques jours, quand le procureur de Besançon a pris la parole, a fait une conférence de presse devant tous les médias, parce qu'il a vu que tous les médias l'appelaient pour lui demander des comptes sur notre fille. Il a dit, cette affaire a été classée.
Ah oui. Alors là, Voilà. nous, on a fait un bond en l'air, puisqu'en fait, bon, lui, il a fait sa conférence de presse qui a été retranscrite dans la presse, mais ça, ce détail n'y était pas. Mais l'un des journalistes a filmé donc la La conférence de la presse. conférence, elle nous Mhm. l'a envoyée par WhatsApp. Donc une conférence qui durait 8 minutes. Et quand on a écouté la conférence ce soir, on était fous parce qu'on dit ah bon, c'est classé, mais ils nous ont jamais appelé pour nous dire qu'elle était classée. Et ce qui nous révolte le plus dans cette histoire, c'est qu'en fait, d'après notre fille, hein, à sa première audition, il a tout nié. Quand le gendarme lui a dit qu'elle avait tout nié, eh ben, elle était folle. Elle a demandé, donc le gendarme lui a proposé une confrontation. Elle a accepté malgré qu'elle Oui. qu'elle Oui. n'a vraiment pas envie. Oui. Et en confrontation, comme par hasard, elle est revenue contente de cette confrontation. Enfin, elle était mitigée, elle était contente parce qu'il avait presque tout avoué. Oui. Mais ça l'énervait parce qu'il avait quand même beaucoup minimisé les faits. Mais oui. Mhm. Et Mais il avait dans quand même avoué ah oui, avoir oui, il forcé, avait avoué forcé 80% votre femme, de ça. votre Oui, fille, pardon. oui, oui. Et en fait, ils dormaient les trois dans le même lit. Ma fille de 17 ans s'était mise entre lui et sa petite sœur, comme si elle voulait pas que sa petite sœur dorme à Bien côté de sûr, lui. bien sûr. Parce qu'apparemment, il lui a dit j'ai un lit que pour vous, mais en arrivant chez lui, apparemment, son chien avait pissé sur le lit, donc ils ont partagé les trois le clic-clac, alors que c'était pas ce qui était convenu quand elles étaient en train de trembler de froid à un arrêt de bus, alors qu'il faisait moins 1 degré à une soirée de Nouvel An. Et on va dire on est en montagne, hein, sur Guyan-Vennes, c'est entre Val-d'Aon et Morteau, donc on est en altitude, hein, on n'est pas à Besançon, c'est 300 mètres d'altitude, donc elles avaient vraiment très froid, donc elle dit je peux pas laisser ma soeur comme ça, je vais accepter et tout. Et en fait ce qui s'est passé, bon bien sûr soirée de Nouvel An où ils ont bu, où il est 5 heures du matin, ils sont fatigués, donc Oui, enfin, ma fille et sa sœur dormaient, Mhm. et elle s'est réveillée où il avait la main dans sa culotte et il avait déjà pénétré son doigt. Et ma fille, elle nous a dit, mais je savais plus quoi faire. Je me suis mis à me paralyser de partout. Je n'osais rien dire, je n'osais pas parler. Ma petite sœur était à côté, j'ai eu peur pour elle. Et voilà ce qui s'est passé. Bien sûr. Et donc, bon, pour revenir à votre question de départ, donc elle a été classée sans suite, on n'était pas au courant. Et on se dit en plus, il a avoué 80% de ce qu'il a fait. Devant un OPJ, hein, je le rappelle, parce qu'une confrontation se fait devant un policier qu'on Oui, appelle oui, un oui, officier oui, de police judiciaire qui atteste donc des propos tenus ce jour-là. Ça veut dire Oui. que je pense que si le procureur, si ça avait été sa fille qui avait été victime, je pense qu'il aurait un peu plus écouté l'officier de police judiciaire qui a retranscrit ce qui s'est passé lors de cette confrontation. Vous voyez, on a tendance en France à classer tout ça vite fait. C'est affreux. Et on va parler des deux autres. Mais de toute façon, il ne faut rien lâcher. Parce qu'il ne faut pas que tout ça, que la mort de votre fille, là, reste au point mort sur ces non-lieux, sur ces non-décisions de justice. Vous voyez, il faut vraiment remuer ciel et terre pour hurler le nom, l'existence de ces mecs qui lui ont fait ça. Parce que c'est ça, pour moi, qui fera avancer les choses. C'est qu'à un moment, si un procureur ou une procureure, ça n'est pas son enfant qui a été violé, alors là, on a une espèce de froideur pour juger des choses. Mais ça ne peut pas être comme ça. Parce que là encore, on parle de votre fille ce soir, mais il y a chaque jour des agressions comme celle-là sur des jeunes femmes, sur des femmes, sur même des femmes d'un certain âge, et qui restent comme ça impunies. C'est hallucinant dans ce pays de voir où on en est au niveau de la non-conscience de la gravité de ce problème-là. On ne protège pas les femmes. On va marquer une pause, si vous le voulez bien, et puis on se retrouve tout de suite, Yvan et Sandra. D'accord, à tout de suite. Europe 1, il est minuit. Et votre libre antenne continue, bien évidemment. J'en profite pour vous dire qu'à partir de lundi prochain, la libre antenne d'Europe 1 reviendra à 23h, et ce, 7 jours sur 7. Donc, l'émission de sport ira de 20h à 23h. Donc, vous pourrez nous retrouver chaque soir pour 2 heures, chers amis, y compris le week-end, avec mon ami et collaborateur Yann Moix. Donc, c'est plutôt quelque chose qui nous réjouit, et je pense que cela vous réjouira aussi. À partir de 23h, 7 jours sur 7, la libre
Antenne sur Europe 1. En attendant, nous sommes avec Yvan et Sandra qui évoquent le suicide de leur fille. Vous racontiez, Yvan et Sandra, l'agression sur votre fille de la part de ce patron de bar. Elle a porté plainte aussi, là. Oui, alors là, elle a porté plainte rapidement. Ça a été 2 semaines, enfin 10 jours. Ça s'est passé le 15 janvier. Elle a porté plainte le 28 janvier. Oui, donc 13 jours. 13 jours. D'accord. Où est-ce qu'elle en est, cette plainte, aujourd'hui? On ne sait pas. Aucune nouvelle. Nada. Alors, on va vous expliquer aussi un argument d'Aberrant. Alors, le procureur ne s'est pas exprimé sur cette affaire en conférence de presse. Bon, pour nous, c'est pas, pour nous la plus importante, c'est la 3e, qui pour nous est la plus grave. C'est celle qui l'a poussée au suicide parce que avec les 2 premières, elle était vraiment blessée psychologiquement. Elle avait des anti-anxiolytiques et elle suivait des psys, mais elle se serait jamais suicidée. C'est vraiment cette 3e affaire qui l'a vraiment poussée au suicide. Et donc, pour revenir sur cette seconde affaire, alors je tiens aussi à préciser, c'est que les 2 gendarmes, enfin le gendarme qui a suivi les 2 premières plaintes et le policier qui a suivi la 3e plainte sont quand même des personnes sympathiques et qui l'ont bienveillante, voilà, et qui l'ont prise au sérieux. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été confrontée à des OPJ qui mettaient mettaient en doute sa parole et autres. Ils ont été vraiment bienveillants, on les remercie. Pour Val-d'Aon, c'est Johan, le gendarme, sans dire son nom de famille, et à Besançon, c'est Jérôme. D'accord. Mais de toute façon, la plupart des OPJ et des gendarmes aujourd'hui, il y a quand même eu un progrès énorme par rapport à la formation de ces policiers et de ces gendarmes qui aujourd'hui, et je parle des femmes comme des hommes, accueillent mieux les victimes et savent d'emblée leur donner confiance et les rassurer sur la suite des événements. Mais vous faites bien de souligner qu'elle a été bien accueillie. Voilà, c'est ça, c'est important de le préciser. C'est le suivi qui a un gros défaut. Et en fait, donc la 2e affaire, on n'a jamais été mis au courant. On ne sait même pas s'il a été auditionné. On ne sait rien du tout. Le calme plat, le silence radio. Mais on pense que rien n'a commencé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour la 3e affaire qui s'est déroulée 1 mois après à Beaune, les 2 affaires se sont déroulées à Beaune. Le procureur s'est exprimé il y a quelques jours, et moi ça m'a fait bondir quand il a dit ça. Il a dit les faits se sont déroulés à Beaune, on se dessaisit du dossier pour le transférer au parquet de Dijon. Et en quel honneur? En quel Eh honneur? bien parce que Beaune ne fait pas partie du secteur de Besançon, c'est le secteur de Dijon. Donc nous on s'est dit d'accord, donc depuis le début de la plainte ils savent que les lieux sont faits à Beaune, donc Besançon n'aurait jamais traité ce dossier, mais le dossier il est encore à Besançon. Et pourquoi il est atterri à Besançon, ce dossier, au final? Ah oui, excusez-moi, je vous dis une bêtise parce que oui, ma femme me reprend sur un détail très important, c'est que la 2e affaire, elle a bien été transférée à Beaune. C'est le policier de Val-d'Aon qui a pris la plainte, mais ça a été transféré à Beaune. Voilà, le policier de Val-d'Aon a pris la plainte, ça a été transféré à Beaune, puisqu'un jour, ma fille a appelé, elle était énervée, elle a appelé c'est la gendarmerie de Beaune. La gendarmerie de Beaune pour savoir où en était le dossier. Oui. Et il lui a dit, si vous voulez savoir, vous vous déplacez. Puis notre fille, elle lui a dit, oui, mais moi j'habite à 3 heures de route de Beaune. Allez, 1h30 aller, 1h30 retour. Et il lui a dit au téléphone, non, moi je vous dis rien par téléphone, si vous voulez des infos, vous vous déplacez. Donc, et elle n'avait pas franchement la santé psychologique de se déplacer. Elle avait des médicaments qui la faisaient dormir. Donc, en fait, si ça a été transféré, là je vous dis une bêtise. D'accord. C'est pour la 3e affaire. Est-ce qu'il y a eu une confrontation avec le patron de ce bar? Non, il n'y a pas eu de confrontation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je comprends bien, le patron de ce bar est toujours dans ce bar et peut agresser impunément d'autres jeunes femmes. Oui, parce qu'il est toute la journée avec des petites serveuses. Il est très 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 tactile. Il a l'âge de leur grand-père. Oui, pas de son père, de leur grand-père. Oui. Leur grand-père largement. Et il y a un bar assez étroit. Il passe toujours derrière elle en touchant les hanches. Voilà, il fait le protecteur, mais en fait il en profite bien. Il offre des bons d'achat à Noël. Il les sert contre lui, puis il les caresse dans le dos. Elle a tout raconté ça dans sa plainte, comme quoi il était très très tactile avec tout le monde. Et elle, ça la dérangeait pas forcément jusqu'au jour où il a essayé d'aller plus loin. Alors,
bon, on constate encore une fois que la justice, là, est au point mort. Hein. On ne sait pas pourquoi cette plainte que votre fille a déposée n'avance pas. Venons-en à cette troisième agression qui, comme vous me l'avez dit, est la plus grave. La plus grave parce qu'il y a vraiment eu là, pour le coup, un viol. Même si le premier était un viol, hein, toute pénétration en fait est un viol. Mais là, il y a eu un viol sans protection, hein, m'avez-vous dit. Ça veut dire que cet homme a profité de l'état comateux de votre fille pour l'agresser sexuellement et la violer. Elle a fini par porter plainte. Oui, mais là, elle a mis 3 mois. Là, c'était vraiment, comme je vous expliquais tout à l'heure, elle voulait pas y aller. Ça a été difficile de la convaincre. Et début mai, elle allait un petit peu mieux. Elle nous a dit, papa, maman, je suis prête à aller porter plainte. Nous, on était tout contents, mais ça a été une descente aux enfers, encore pire qu'après le viol, parce qu'en fait, le policier, malgré qu'il a été très sympathique, il a été très pessimiste. Il lui a dit, écoutez, il lui a dit, le problème, c'est que pour l'auditionner, il nous faut des billes, il nous faut des preuves. On va faire aujourd'hui, il aurait fallu venir 24-48 heures parce qu'ils font des prélèvements vaginaux et des prélèvements de drogue. Oui. Sauf que là, vous venez 3 mois après, elle est faite. Que ça, c'est des drogues style GHB ou similaires qui restent pas longtemps dans le corps. Et que on va faire un prélèvement de cheveux, ça reste plus longtemps dans les cheveux que dans le reste du corps, mais on pense que c'est trop tard. Et en plus, ça fait une couleur de cheveux entre-temps, donc là, il y a le risque, il est quasi nul de retrouver quelque chose. Mais il voulait quand même attendre les résultats d'analyse pour transférer, je pense, au parquet de Dijon, pour que ça avance, pour qu'il soit peut-être auditionné. Sauf pour elle, il lui a dit c'est entre 4 et 6 mois, et nous, elle nous disait, je n'attendrai pas. Pour elle, chaque jour, c'est comme s'il se passait 1 mois dans sa tête. Vous savez, je parlais avec un ami aujourd'hui de ces violences faites aux femmes, en tout cas de l'Espagne, du Canada, en fait, où on évoquait que pour chaque violence faite à une femme, aujourd'hui, dans ces pays-là, en tout cas en Espagne, en 72 heures, l'affaire est jugée. Vous voyez l'importance pour la victime d'être tout de suite dans un mécanisme de confrontation, un mécanisme où elle sent qu'on s'occupe d'elle, qu'on s'intéresse à ce qui s'est passé. Parce que finalement, tout à l'heure, il y a une réflexion que vous m'avez faite, vous m'avez dit, ma fille elle était gentille, elle était un peu naïve. Mais même si elle est naïve, encore une fois, on a le droit d'être naïf dans ce monde. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas le droit de faire du mal, c'est sûr. Et penser qu'on a le droit d'être naïf, on peut être naïf, mais on ne peut pas violer. Vous voyez la différence, ce que je veux vous dire ce soir, à vous toutes et vous tous qui nous écoutez, c'est que quelqu'un qui viole, il prend une décision très violente, très, très instantanée pratiquement, et c'est très grave. Alors qu'on peut boire, aujourd'hui, dans cette société, on peut faire la fête, on peut être un peu guilleret. Bien évidemment, je ne vais pas dire que prendre de la coke, c'est bien, parce que je dis souvent sur cette antenne que c'est dangereux et qu'il y a de nombreux accidents, malheureusement, aujourd'hui, et chez de très jeunes gens, des gens qui finissent avec une hémiplégie parce qu'il y a tellement de produits dans cette cocaïne qu'on trouve en France qui coupent avec des saloperies et qui provoquent des attaques. Bon nombre de gens meurent chaque année avec de la cocaïne. Donc, mais ce que j'entends par là, c'est qu'on a le droit de faire la fête. On a le droit de... Et ces hommes-là, en fait... On a le droit de s'habiller sexy aussi. Oui, on a le droit de s'habiller sexy. Vous savez que... vous savez qu'à Paris, aujourd'hui, bon nombre de jeunes filles ne mettent plus de jupe. Ah ben, je les comprends. Parce qu'elles sont emmerdées toute la journée. Oui. Toute la journée. Ah ben, elles sont cataloguées tout de suite, c'est sûr. Donc, on reste quand même au regard de ce que vous nous racontez, c'est-à-dire, l'OPJ qui dit on va mettre entre 4 et 6 mois, mais au nom de quoi ? Ça n'est pas grave de violer quelqu'un ? Enfin, une jeune femme comme un jeune homme, comme n'importe qui. En fait,
je trouve ça hallucinant que sur un acte aussi grave et aussi destructeur qu'est le viol ou l'agression sexuelle, dans ce pays, on ne juge pas, en tout cas, on ne prenne pas en compte tout de suite la parole de la victime et que on déclenche une instruction, quelque chose, en fait. Oui, oui. Je pense que pour votre fille, si on s'était occupé, si on avait entendu sa voix, ses plaintes, je pense que d'abord, elle n'aurait pas eu peur d'aller porter plainte la dernière fois, là, avec ce pseudo-ami. Parce que si elle avait su qu'on allait s'occuper d'elle tout de suite, elle aurait sûrement été portée plainte tout de suite. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, aujourd'hui, elle a commis l'irréparable et qu'est-ce que vous allez faire, Yvan et Sandra? C'est vrai que je ne sais pas si vous avez entendu Dominique Rizet, que tout le monde connaît, après notre direct sur BFM il y a quelques jours. Il a dit « Je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas auditionné dans les 24 heures le mis en cause avec saisie de son téléphone. Complètement. Pourquoi ils ont voulu attendre ces 6 mois de résultats d'analyse. Au nom de quoi, en fait? Voilà. Et vous savez, il faudrait qu'on nous explique. Il a raison, Dominique Rizet. Finalement, il disait la même chose que moi. On dit tous les deux la même chose. Oui. Au nom de quoi un viol est considéré finalement, aujourd'hui, dans ce pays, comme une affaire secondaire? Ils veulent une preuve, en fait, pour aller plus loin. Oui, mais enfin, je dirais que toutes les vous voyez, sur les meurtres, par exemple, il n'y a pas toujours des preuves. Je vous prends cet exemple. Il y a des enquêtes, il y a des confrontations, il y a des témoignages. Bon, alors, on l'a évoqué tout à l'heure, dans ce type d'affaires, souvent, c'est one-to-one. C'est en lieu clos, puisque ces prédateurs s'arrangent toujours pour qu'il n'y ait personne. En plus, je pense que les téléphones aujourd'hui sont d'une grosse source d'information. Donc, je pense que s'il y aurait saisie du téléphone et fouillage du téléphone, je pense qu'ils auraient peut-être trouvé beaucoup de choses. Elle a échangé avec son dernier agresseur, là. Est-ce qu'il y a des SMS, par exemple, où elle dit, oui. Elle lui demande qu'est-ce que tu m'as fait, est-ce qu'il y a ça, en fait? Oui. Ouais. En fait, on ne sait plus quel réseau social elle a. C'est soit Snapchat, soit WhatsApp. Oui. 2-3 jours après les faits, elle lui a dit « Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as violé et tout ». Et lui, tout de suite, il a répondu, d'après ce qu'il nous a dit, il a avoué. Et après, elle a voulu, 5 minutes après, faire un screen de la conversation. Il avait déjà tout effacé. D'accord. Donc nous, on se dit, est-ce que, au niveau de la police, de demander à l'opérateur, pas l'opérateur, mais à l'application WhatsApp ou Snapchat, c'est extrêmement compliqué. Alors, je vous réponds tout de suite parce que ces applications sont des applications américaines. Et il me semble qu'elles sont américaines, les deux sont américaines. Il y a une petite toque, je crois, qui est chinois. Mais c'est extrêmement compliqué parce que, en plus, ces applications, WhatsApp notamment, prônent la confidentialité des échanges. Oui. Et donc, je sais que c'est extrêmement compliqué d'aller réclamer à ces plateformes, ces applications. Mais bon. Oui, mais imaginez lui, il a envoyé des SMS à des copains à lui, par exemple de France ou vivant dans son pays d'origine. Imaginez, il a dit « Ah bah tiens, ce soir je vais la voir, je vais lui faire ci, je vais lui faire ça ». Peut-être qu'il y a d'autres preuves dans ce téléphone. C'est possible. Donc ce que je veux dire, c'est que le but pour avoir des preuves, c'est qu'il faut le saisir tout de suite et l'analyser. C'est sûr. C'est possible. Mais encore une fois, voilà, on ne peut faire que le constat que rien ne se passe. Et ce qui est vraiment très étrange, c'est le fait du hasard, je pense. C'est qu'on nous dit que les tests vont mettre 6 mois. Et j'ai appris par une source que 3 semaines, 1 mois après, le prélèvement de cheveux était toujours au commissariat de Besançon. Je ne dirai pas quelle est ma source. Il n'était toujours pas envoyé au laboratoire. Et en fait, le procureur Étienne Manteau, quand il a été, on va dire, 1, 2, 3, 4 journalistes qui l'appellent pour lui demander des comptes sur l'affaire Océane Bourdin, il a dit « Je donnerai une conférence de presse demain à 17h ». Et comme par hasard, à la conférence de presse, il a dit « Nous venons tout juste de recevoir les résultats d'analyse toxicologique de la mèche de cheveux ». Nous, on pense vraiment au hasard, en fait.
Mais de la mèche de cheveux de votre fille ou de l'agresseur? Oui. D'accord. Non, de notre fille qui avait été prélevée, mais comme ça devait mettre 6 mois, et puis que l'affaire était médiatisée, ben, comme par d'un hasard, seul coup, ça a 2 été mois vite. après, les résultats étaient là. Mhm. Donc nous, voilà, nous au Tiers de Manteau, je ne lui jette pas la pierre parce que je pense qu'ils ont des affaires, ils en ont plein, je pense qu'ils sont débordés. Ils ont du boulot, Je ça pense- c'est sûr. Je pense qu'il manque de moyens, comme les hôpitaux, comme les écoles. Je pense qu'il y a un autre débat là-dessus. Donc moi, je ne lui jette pas du tout la pierre. C'est quelqu'un qu'on doit rencontrer prochainement, puisque le sénateur lui a demandé de nous recevoir en rendez-vous et il a accepté. Le sénateur, il m'a appelé 2 fois aujourd'hui, du Doubs, Jacques Grosperrin. Et en fait, j'ai Dominique Rizet aussi qui m'a appelé 2 fois aujourd'hui. Mhm. Et c'est vrai que je pense que c'est grâce à la médiatisation qu'il a dû demander en urgence au laboratoire les résultats tout de suite. Bien sûr, les résultats n'ont rien révélé, mais ça, on s'en doutait, puisque le policier lui avait dit qu'il y avait une chance sur 1 million de retrouver de la drogue dans ses cheveux, de par les 3 mois et de par la couleur des cheveux qu'elle a fait entre-temps. Donc, nous, on savait très bien les résultats d'avance. Et c'est là maintenant qu'il dit on se dessaisit de l'affaire, mais on va au parquet de Dijon. Donc, Mais aujourd'hui, bon, Yvan et Sandra, Oui. aujourd'hui, parce que votre enfant a mis fin à ses jours, en étant passé par des épreuves terribles de viol et une agression sexuelle, c'est pour ça que tout le monde se réveille. Et quand je Oui. vous disais tout à l'heure que cette mort-là ne doit pas rester sans conséquence sur notre justice et sur notre manière d'aborder ces affaires. Parce que tout le monde est au courant qu'aujourd'hui, chaque jour, il y a des jeunes femmes et des jeunes hommes de violés en France. Chaque jour. Et finalement, rien ne bouge. On continue à être dans cette espèce de mouvement lent de la justice qui... Non mais, vous savez, on a eu l'année dernière, enfin sur la dernière saison de la Libre Antenne, une maman qui un soir, il y a un dîner, un soir chez elle, une fête, voilà. Et il y a son mari qui est là, il y a des amis de son mari, et puis en fin de soirée, vers 1h30 du matin, son mari partait travailler avec une de ses collègues. Et ils étaient tous un peu guéguettes, hein, comme on dit, un peu sous, un peu... Pas vous voyez, sous ivre-mort, un peu guillerets. On a le droit. Hein, Oui. Et puis, cette dame, qui était maman de 2 enfants, dont un bébé, s'est retrouvée en pleine nuit, en se réveillant. Il y avait un des participants à la soirée qui était là et qui l'agressait sexuellement. Ça fait 2 ans que cette histoire est arrivée. Que cet homme qui habite dans leur quartier, en tout cas dans le même village, passe devant chez elle. Que cet homme est entraîneur sportif dans le bled qu'ils habitent. Est-ce qu'il est normal qu'un homme qui est agressé, une femme comme ça, avec des enfants dans la même chambre, est-ce qu'il est normal qu'au bout de 2 ans, cet homme ne soit pas jugé? Comment on peut justifier ça? Alors, voilà ce qui est arrivé à votre fille, en fait. C'est que, à part vous, personne ne l'a protégée, cette petite. À part vous, C'est sûr que elle s'est toutes dit les que la célibataires ne sont pas vie, protégées. c'était merdique. Oui. Mais oui, parce que s'il y a que mes parents qui me protègent, je vais pas rester enfermé chez moi. Il va bien falloir que j'aille travailler, il va bien falloir que même j'aille m'amuser. Et puis alors donc, je vais être violé 1 fois sur 3, 1 fois sur 10. Comment ça va se passer? Puisque on ne punit personne. Puisque quand j'étais porté plainte, on m'a dit « Oh là là, il se passera rien avant 4 et 6 mois. » Moi, je vais vous dire, j'ai 57 ans. Je me souviens quand j'avais 15 ans, 16 ans, 20 ans même. Mais le viol, c'était quelque chose de grave. Et il me semble qu'il y a 30 ans, on ne traitait pas les choses un peu à la légère comme aujourd'hui. Alors, bien évidemment, l'époque a changé et c'est une société violente, une société qui produit un bon nombre de tordus. Et je ne serais pas surpris de voir que le nombre d'agresseurs et le nombre de prédateurs a augmenté parce que tout s'explique quelque part. Une société violente produit des individus violents. Et notre société a évolué vers ça aujourd'hui. Mais
les victimes, en fait, aujourd'hui. Comment une victime peut entendre que celui qui l'a agressé, qui l'a violé, ne sera pas confronté à ce qu'il a fait, qui est tellement grave, pas avant 6 mois. Quelle conclusion, je vous le demande à vous tous et vous toutes qui nous écoutez, si ça vous arrivait demain, quelle conclusion vous en tireriez ? En fait, que vous n'êtes rien, ou pas grand-chose, parce que si vous vous faites violer dans un coin et qu'on attend 6 mois pour traiter de votre sort, finalement, en tout cas, moi, je sais que j'aurais ce sentiment, ce ressenti que je pèse pas bien lourd, quoi. Alors, quand ça arrive à des jeunes filles ou des jeunes hommes de 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, comment ça oriente la projection dans la vie ? Ça finit comme ça s'est passé là. Et malheureusement, cette mort ne doit pas rester sans conséquences. Et quand je dis conséquences, c'est Dominique Rizet, rappelez-le, parce que vous allez passer sur sa chaîne, parler de qui était votre fille, parler de ce qu'elle a subi. N'arrêtez plus de parler de ça, hein, parce qu'il faut que les choses bougent. Il faut que quelque part elle soit... Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu tous les journaux, que ce soit Brut ou les magazines, mais surtout les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne lisent plus les journaux papier, ils lisent les réseaux sociaux. Et on est passé sur TikTok, sur Instagram. Moi, je pensais pas, il y a une semaine, lancer un pavé dans la mare comme ça. J'ai juste fait un coup de gueule sur Facebook, sur un groupe qui s'appelle Spotted Besançon. Juste un coup de gueule sur la lenteur de la justice, sur notre fille qui s'est suicidée parce qu'elle n'a pas pu attendre. Elle était trop impatiente, elle en parlait toujours. Elle disait, moi, je serais morte avant qu'il soit auditionné. Mais elle n'était pas impatiente, votre fille, parce qu'elle elle a été violée il y a 4 ans, une première fois. Elle a été agressée il y a 2 ans et elle a été reviolée là. Enfin, elle n'était pas si impatiente que ça, finalement. Vous savez, c'est pas elle qui était impatiente. C'est le système. C'est le système qui est merdique. C'est tout. Oui. Et en fait, on pensait pas recevoir un élan médiatique comme ça. On a été relayés par des associations féministes, qu'on collait des affiches. Hein. Je reçois des photos, des affiches qui sont collées dans les rues. Je pense que ça ne va pas en rester là, parce qu'il faut, il faut que ça bouge. Et aujourd'hui, tout le monde, je reçois. Je m'excuse d'ailleurs pour ceux qui m'écoutent, qui m'ont envoyé des mails, qui m'ont envoyé des messages sur Facebook, qui m'ont envoyé des SMS. J'ai pas pu répondre à tout le monde, je suis débordé depuis 6 jours, je vis que pour ça. Les interviews et ceux qui me contactent, j'essaie d'y répondre tout doucement. Si vous saviez, tous ceux qui m'envoient un message, des femmes, et même dans mes amis Facebook, dans mes proches, j'ai 2500 amis Facebook, c'est pas énorme, mais j'en ai au moins 10 que je connais, qui m'ont raconté leurs histoires personnelles, alors que je ne le savais pas avant. Et j'en ai plein qui m'envoient des messages, c'est en titre, le mail, nous sommes toutes des Océanes, et j'en ai j'ai lu quelques mails où c'est des histoires pas très rigolotes à lire, et je me dis, mais des personnes comme Océane, mais il y en a plein les rues, même des personnes que je connais qui se sont confiées à moi, que je connais depuis 10 ans et qui m'ont appris, moi aussi ça m'est arrivé, je suis morte depuis mes 10 ans, ou j'en ai entendu, hein. Une femme qui m'a dit qu'elle se faisait violer par un de ses voisins alors qu'elle était mariée, et qu'elle avait 4 enfants, et qu'elle avait tellement peur de lui que tous les jours elle allait se donner chez lui, qu'elle devait faire tout ce qu'elle voulait, sinon elle la menaçait de mort avec ses enfants et son mari, et puis qu'après elle a arrêté quand il lui demandait de lui emmener sa fille. Mais j'entends ces trucs, moi, mais je Julien, me dis qu'il y a vraiment des malades. Julien au 739-21 nous envoie un SMS qui fait froid dans le dos. Mon oncle m'a violé en 2004, le jour des obsèques de mon grand-père. En 2004. Ouais. Il a été jugé en 2012. 8 ans. Vous voyez, on reçoit ça. Mais vous savez, si Océane, aujourd'hui, si la mort d'Océane pouvait servir à quelque chose, et si la mort, si la mort d'Océane provoque autant d'émoi, c'est que, vous savez, moi, j'ai une fille de 18 ans, Yvan et Sandra. Donc, je me sens concerné par ce que vous me racontez aujourd'hui. Parce que je vais vous dire, vu l'état de la justice,
j'attendrai pas 4 ou 6 mois. Moi, Mhm. Mhm. j'attendrai pas 4 ou 6 mois s'il arrivait quelque chose à ma fille. Ah, vous savez que l'idée me trotte dans l'esprit toutes les nuits. Bah, je me doute. Mais bien sûr, moi, si vous voulez, j'ai encore 3 autres enfants. Je suis la seule source de revenus de mon foyer. Mon épouse étant mère au foyer. Demain, si je me rends justice moi-même, c'est moi qui vais partir en Non, prison. mais je vous parle de moi. Je réfléchis à ça. Je ne Mais vous en dis effet, pas. Je ça ne vous serait dis ma pas. fille mais, unique. Ça serait ma fille unique. Je crois qu'il n'y a rien qui pourrait m'arrêter. Mais je me dis, Yvan, fais pas de conneries. Tu as 3 autres enfants à t'occuper qui ont besoin de toi. si je dis ça, en fait, c'est pour justement heurter les consciences. Oui. Parce que Oui. de l'autre côté, Océane, en tout cas les violeurs et les agresseurs d'Océane, qui sont au nombre de 3, à Oui. part le premier qui a été confronté, les 2 autres, il leur est rien arrivé pour l'instant. Eh non, rien du tout. Rien du Ils tout. vivent Alors, libre comme l'air. Et j'ai quelque chose de très rigolo à vous expliquer. C'est que le journaliste de France 3, alors il est venu chez nous, Franche-Comté, et il y a celui de Bourgogne, qui est très sympa aussi, comme celui qui est venu chez nous. Et en fait, celui de Bourgogne, il a été enquêté sur le terrain. C'est-à-dire qu'il nous a appelé pour savoir où habitait Océane. On a fait une visio, il nous a dit c'est bien cet appartement-là et tout, c'est bien cette école-là. Il a fait des dans son reportage dans des vidéos, et il est rentré dans le bar où elle travaillait. Il a dit je pourrais voir le patron. Bien sûr, il était au fond du bar en train de picoler puisque c'était son sport national il travaillait pas dans le bar, hein, il buvait du matin au soir. Mhm. Il faisait figuration, et on lui a dit c'est le monsieur là-bas au fond. Il a été le voir, le journaliste. Il nous a appelé dans la foulée qui sortait du bar, hein. Il a dit oui bonjour monsieur Untel, je voudrais vous parler de Océane. Océane, je vois pas de qui vous parlez. Qui fait ah oui, Océane Bourdin qui s'est suicidé au mois de juin. Je connais pas d'Océane Bourdin. Qui lui fait on a son contrat de travail, on a les SMS échangés avec lui, tu commences demain. Enfin, voilà quoi. Mais il sait très bien ce qu'il a fait. Cet Non mais homme-là. il nous a dit le journaliste, il est devenu tout blanc. Quand j'ai dit de prononcer Océane, il est devenu tout blanc. Journaliste à France 3, je vais vous parler d'Océane, il est devenu tout blanc. Mhm. Et mais de là à mentir en disant je ne connais pas d'Océane, et puis derrière il dit écoutez je sais pas, c'est ma femme. Elle a travaillé 6 mois chez vous. Écoutez, je sais pas, c'est ma femme qui gère le personnel, vous la rappellerez pour prendre rendez-vous, là je suis en plein service alors qu'il foutait rien. Par contre, mais le soir là, où il c'est l'a vraiment... agressé, il connaissait bien son adresse. Hein. Oui, mais je veux dire, c'est que là, on est dans du grand foutage de gueule, quoi. Ah, du grand Par foutage contre, de gueule, ouais. le journaliste de France 3, il a quand même osé faire une vidéo du bar, devant le bar, avec le nom du bar, en disant son employeur l'a agressé, en étant devant le bar avec la caméra à l'antenne. D'accord, là, il a montré le bar. Ah oui, il a montré le bar. C'est une manière de vous rendre justice, de rendre justice à Océane. C'est en replay sur France 3, édition Bourgogne, pas édition Franche-Comté, le vendredi 2 septembre. Bon, voilà, comme ça c'est bien. Mais j'ai rien dit, j'ai pas nommé le bar. Mmh. Non, vous n'avez pas nommé le bar. C'est les journalistes qui l'ont nommé. Mmh. Qu'est-ce que vous attendez là aujourd'hui, Yvan et Sandra? Océane, elle n'a jamais supporté l'injustice depuis qu'elle est toute petite. Et elle rêvait d'avoir de la justice de la part de ce monde, mais bon, elle l'a pas eu. Et je me dis que tous ceux qui ont subi la même chose qu'elle, ou qui malheureusement vont sans doute subir la même chose qu'elle, je pense que de porter plainte et de faire toutes ces démarches, c'est comme un peu un processus de guérison. Parce que s'ils le taisent en eux, à jamais, ça va ressortir. De toute façon, ils seront vraiment pas bien en eux. Donc, malheureusement, j'espère juste que la justice, elle puisse suivre tout ça. Parce que si tous ceux qui subissent ces actes-là doivent porter plainte, ça va faire de nombreuses plaintes. Beaucoup. Ils pourront pas suivre. Oui, c'est sûr qu'ils pourront pas suivre. Mais ce serait bien que tout le monde le fasse, parce qu'il faut le crier, il faut le dire. Et après, même si malheureusement ils vont pas payer peut-être une grosse peine, mais il faut vraiment au moins passer par ce processus pour qu'il soit mis en examen et qu'il ait quand même quelque chose à la fin. Qui est pas rien. L'histoire d'Océane, en tout cas, l'histoire d'Océane doit, j'espère qu'elle va déclencher une prise de conscience, une prise de conscience sur le système qui ne va pas. Je comprends les victimes. Déjà, c'est très dur d'aller porter plainte, donc je comprends celles qui ne veulent pas porter plainte, parce que souvent, on ne les prend pas pour des victimes, on les prend pour l'inverse, comme si c'était elles qui avaient cherché. Et puis en plus,
souvent l'auteur ne paye pas. Donc elles se disent à quoi ça sert. Et puis, encore Finalement, une fois, d'étaler sa vie pour qu'il n'y ait rien au bout. exactement, une affaire de comprends. viol sur 10 va au bout, c'est-à-dire aboutit à une encore. condamnation. Et Donc, des condamnations légères. Olivier, Très légères. Donc, je peux vous poser- ouais, il faut vraiment avoir beaucoup de courage pour se dire je m'embarque oui. là-dedans. Ah oui. J'ai une question à vous poser. Je vous écoute. Pourquoi des délinquants qui font des délits au quotidien, qui sont interpellés, on leur fournit gratuitement des avocats commis d'office payés par le contribuable, et qu'une victime qui va pousser la porte pour un viol, on lui donne pas un avocat commis d'office? Je n'en ai aucune idée. C'est le Mais monde à l'envers. C'est encore. C'est le monde à l'envers. C'est encore. Non, mais vous voyez qu'il y ait des avocats d'office, moi je suis d'accord avec ça. Oui, Mais, oui, mais mais vous pour les avez victimes raison. aussi. Vous avez raison de Je dis pas qu'il en faut souligner plus ça. pour les délinquants, je dis qu'il en faut prioritairement pour les victimes. Bah oui. Il faut de toute façon, et je pense que on va être obligé de conclure malheureusement, mais je pense que il faut vraiment que le passage d'Océane serve à quelque chose. Il faut absolument que ce Ça qu'elle a bouge. été, ce qu'elle a vécu, percute les consciences. Et vous avez raison de communiquer dessus. Hein. Je suis ravi d'entendre qu'il y a des confrères d'autres radios, d'autres télévisions qui s'intéressent à votre histoire et qui connaissent l'histoire d'Océane aujourd'hui. Il n'y a que comme ça, en fait, en communiquant dessus, qu'on mettra la pression sur le législateur pour que ça change. On l'évoquait hier soir, dans la libre antenne d'hier soir, et on l'évoquera encore longtemps. Les femmes dans ce pays ne sont pas protégées. Il y a une impunité pour les porcs. C'est l'état actuel des choses. Un homme peut frapper sa femme, lui casser le nez, l'arcade sourcilière, sans risquer le moindre truc. Ces violences, vous savez, les violences qu'Océane a vécues, elles commencent de la part de ces mecs-là, de ces prédateurs, elles commencent par des petites touches. Vous savez, ils avancent à petits pas. Ils essayent ça, puis après ils essayent un peu plus. Et puis, parce que ils sont faits comme ça. Si on avait une législation qui, dès le début, ne permettait pas le moindre écart, tolérance zéro, en ce qui concerne l'intégrité physique des garçons comme des filles, croyez-moi que ça changerait beaucoup de choses. Mais on est toujours dans des pensées, on est dans de la bien-pensance, mais non, il faut réfléchir, il faut pas accuser comme ça, vous savez, l'intellectualisme à 2 balles, c'est révoltant. Bon, voilà, je pense qu'on aura compris que ça me révolte, mais que c'est tout simplement révoltant. Et j'espère, vous nous tiendrez au courant, Yvan et Sandra, n'hésitez pas. Oui. Et j'en profite pour dire que l'histoire que j'évoquais tout à l'heure, de cette mère de famille violée par un convive, alors que ses enfants étaient dans la chambre même et qu'elle n'a pas crié pour ne pas réveiller ses enfants. Elle s'appelle Mélodie et on l'aura dans la semaine pour qu'elle nous tienne au courant de l'évolution des choses, parce que Mélodie, depuis 2 ans, ne vit plus. Et elle est une Océane un peu plus... c'est une maman, mais c'est une Océane aussi. Monsieur. On vous embrasse bien fort, Yvan et Sandra. Merci. Je vous souhaite plein de courage, parce que il va vous en falloir tous les jours maintenant, jusqu'à... Oui. Jusqu'à la fin. Ouais, On pendant apprend longtemps. à vivre avec cette absence. On Oui. apprend à vivre avec son absence. Mais encore une fois, je le répète, faites en sorte que le passage d'Océane marque les consciences et qu'elle soit passée pour quelque chose. Que sa vie, aussi courte soit-elle, donne du sens aux jours qui vont venir. Je vous embrasse bien fort, Yvan et Sandra. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au À revoir. bientôt. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 39 21, 50 centimes la minute.
Minuit 35 sur Europe 1. C'est ce pourquoi la libre antenne est utile. Vous voyez ? Parce que cette libre antenne, 7 jours sur 7 sur Europe 1, et je vous rappelle qu'elle sera à partir de lundi, à partir de 23h à nouveau, et que vous aurez 2 heures de libre antenne chaque jour. Elle sert à être le relais des plus faibles. En tout cas, ceux qu'on n'entend pas. Vous toutes, vous tous qui nous écoutez. Demain, vous serez peut-être comme Yvan et Sandra, et vous serez les bienvenus ici pour revendiquer le droit de vivre normalement, simplement, tout en étant naïf. On a le droit d'être naïf. 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 Naïf.